Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture. Donc globalement du mois d'août, mais je pense que c'est pas tout le mois d'août et que là, on n'est pas encore fin août à l'heure où je vous parle. Donc il va y avoir d'autres lectures. Bon, moi je fonctionne pas vraiment par mois, juste quand j'ai assez de lectures à vous présenter, je viens vous les présenter. Et aujourd'hui, je crois qu'on a 9 livres. En fait, on en a plus que 9. On en a 11. OMG, 11 livres, c'est beaucoup. Donc il y a certains livres que je possède, mais il y a aussi d'autres livres que j'ai pas, parce que je les ai empruntés à la bibliothèque, donc je vous afficherai une petite photo. On va commencer, si vous le voulez bien, par les livres que j'ai, qui est cette petite pile là. Donc le premier livre sur la pile, c'est The Deal de L. Kennedy, donc le tome 1 de la fameuse série des Off Campus, publié chez Hugo Poche, et c'est avec les anciennes couvertures absolument hideuses. Il y en a des nouvelles rééditées super belles, mais je les ai eues d'occasion, donc ça va bien. Celui-ci, je lui ai mis 18 sur 20, et pour vous faire un petit résumé, déjà c'est une romance universitaire dans laquelle on va suivre Anna, qui a vraiment des super bonnes notes, qui est l'élève un petit peu modèle, et qui va devoir donner des cours particuliers à Gareth, qui est la star de l'équipe de hockey, et du coup une petite romance va se développer entre eux. Et c'était bien mignon, bien que extrêmement cliché, et parfois un petit peu gênant, surtout dans les semaines de smut. Mais franchement, je comprends pourquoi ça plaît, parce que c'est très addictif, c'est très fluide. Gareth et Anna sont vraiment super cool, ils matchent vraiment bien ensemble. En fait, on ressent vraiment l'alchimie de par les petites joutes verbales, etc. Et non, les persos sont vraiment trop cool. Et j'ai hâte de lire les autres tomes qui sont des tomes compagnons sur d'autres persos. Je crois que le tome 2 c'est sur Logan, qui avait l'air très sympa. Donc malgré la couverture moche, un très bon classique. Bon, ça c'est un livre de la bibliothèque, mais j'ai encore le tome 2 en ma possession, mais j'ai lu les tomes 1 et 2 de Fable, écrit par Adrienne Young et publié aux éditions Rajo. Et là, comment vous dire que ça a été une petite déception. Le tome 1, je lui ai mis 14 et le tome 2, je lui ai mis 13. Donc comme ça, on peut se dire que c'est des notes assez ok cher, sauf que je suis extrêmement bon public et que mes lectures, de toute façon, vous le voyez dans mes updates lectures, ça tourne entre 17 et 20. Donc mettre 14 et 13 pour des lectures, c'est que vraiment j'ai été déçue, que ça ne m'a pas plu, que je n'ai pas été embarquée. Donc dans Fable, le tome 1 qui s'appelle L'aventurière des mers et le tome 2 qui s'appelle La mer sans nom, pardon. On va suivre du coup Fable, qui est une jeune fille, une jeune héroïne qui habite sur une île. Et en fait, c'est assez compliqué pour elle de survivre. En fait, elle doit vendre à des pirates, enfin des matelots plutôt, des marchands, des gemmes pour avoir un petit peu d'argent. Et son but, c'est d'amasser assez d'argent pour pouvoir se payer une traversée à bord d'un bateau pour arriver sur les terres qu'elle convoite. Parce que sur ces terres, il y a son père et elle aimerait beaucoup rejoindre sa flotte. Sauf que tout ne veut pas se passer comme prévu. Du coup, moi j'aime beaucoup les histoires de pirates, enfin en tout cas j'avais adoré la carte des confins de Marie Réplin, mais là je me suis pas du tout retrouvée. J'ai pas trop aimé, voire même pas aimé du tout. Parce que déjà l'écriture, c'est pas un problème de fluidité, mais c'est un problème de young adultisation. C'est-à-dire que les personnages sont pas très développés, pas très profonds, je trouve. L'intrigue, j'avais pas spécialement envie de savoir où ça allait, j'avais pas d'intérêt particulier et ça prenait du temps et la romance qui tombe comme un cheveu sur la soupe, vraiment. J'ai pas cru en fait. Alors que pourtant, tu vois, Pirate, ça a vraiment une ambiance très particulière, très found family, etc. Et là, j'ai pas du tout ressenti ça, donc c'est un peu dommage et c'est pour ça que ça a un peu flop avec moi. Les dernières pages du tome 2, je les ai vraiment lues en diagonale, juste pour savoir comme ça. Et franchement, j'aurais pu carrément le DNF et je m'en serais foutu en fait de ne pas savoir la fin. Donc ce qui est quand même très très notable, parce que comme j'ai dit, je suis très bon public. Je n'aime pas abandonner des livres. Et pourtant là, j'aurais pu le faire. Bon, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Donc est-ce que je vous le recommande? Pas spécialement. Je pense que ça peut être bien pour, genre quand tu débutes la lecture, que t'as peut-être 12-13 ans, je ne sais pas, lire une petite histoire de ce genre, ça peut être pas mal, mais moi c'est pas ce que je recherche. Ok, un truc qui n'est pas du tout à mettre entre les mains des 12-13 ans, c'est Butcher and Blackbird, écrit par Brian Weather et publié aux éditions Verso. Donc c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui sur BookTok notamment, parce que comme dit ici, c'est le phénomène killer romance. Donc c'est une dark romance pour public averti, mais vraiment, la liste des trigger warnings qui est au début est assez longue, et elle est assez cocasse, donc il y a ça et ça. Et vraiment, il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est assez gore. On va suivre l'histoire de Sloan et Rowan, qui sont tous les deux des tueurs en série, et qui vont, un beau jour comme ça, se lancer un petit défi. Tous les ans, le premier qui tue la cible a gagné, parce qu'ils tuent eux-mêmes des tueurs en série, et une petite romance va se développer entre eux. Et je lui ai mis 16,5, donc si vous avez entendu ce que j'ai dit, moi qui mets des très bonnes notes, c'est un peu en dessous de ce que je mets d'habitude, parce que ça a été un petit peu décevant, même si ça a été une très bonne lecture. C'est-à-dire que j'en entendais tellement du bien que je m'attendais à avoir un 20 sur 20, un gros coup de cœur, mais pas tant que ça. Par contre, je dois bien noter que la plume était vraiment très drôle. J'ai beaucoup ri, et les personnages sont assez attachants, mais j'ai l'impression que ça restait un peu en surface. C'est-à-dire que parfois, l'autrice passait beaucoup de temps sur des trucs qui ne sont pas très utiles, ou sur des scènes de smut qui sont d'ailleurs très smutty quoi, et parfois elle allait super vite sur des trucs où on aurait pu se dire de développer l'intrigue autour de ça, mais elle l'a pas fait. Donc un peu bizarre, et même en général j'avais l'impression que la plume était plus young adulte, alors que les sujets traités
sont vraiment très adultes quoi. Mais bon, comme je dis, c'était drôle, au moins j'ai découvert. J'ai quand même envie de lire le tome 2 qui est un tome compagnon sur Leather and Lark, enfin qui s'appelle Leather and Lark, voici le petit marque-page. Et écoutez, je verrai bien. Je sais pas si j'ai vraiment cru à leur romance, mais en tout cas, j'aime beaucoup le personnage de Rowan qui est le mec, même Sloan en vrai, donc bon. Ensuite, alerte coup de cœur, là je m'attendais à beaucoup et j'ai eu beaucoup, je n'ai pas été déçue. C'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero, publié aux éditions Hachette. Clara Hero, c'est l'autrice de Nos plus belles années et de L'effet boule de neige, que j'avais tous les deux adoré, que j'avais tous les deux donné un 20 sur 20, pardon, et qui s'était retrouvé dans mon top 10 de 2023. Et celui-ci ne déroge pas à la règle des gros coups de cœur. Donc c'est un livre estival parce qu'on est au mois d'août, mais bon, vous pouvez encore le lire maintenant si vous le voulez, parce que c'est pas le livre d'été feel good auquel on peut penser. On va suivre Lena et Phoebe qui sont deux sœurs qui tous les ans viennent en vacances sur la côte basque. Donc elles ont le mois complet du mois d'août pour s'amuser, etc. Sauf que cette année, c'est un petit peu différent. Lena, elle, c'est une fille très festive qui veut passer un maximum de temps avec ses amis, mais elle a aussi des problèmes au niveau des études. C'est-à-dire qu'elle veut prendre une année sabbatique, ce qui ne ravit pas du tout sa famille. Phoebe, quant à elle, elle a un petit peu les idées noires, c'est un peu plus compliqué que les années d'avant. À la fois au niveau d'elle-même, de ses études, mais aussi parce qu'il y a Isaac, son premier amour, à qui elle a brisé le cœur et qu'elle va devoir revoir en vacances. Et en parallèle, on a aussi Inaya, une fille qui pourrait bien briser toutes les certitudes de Lena. Donc comme ça peut se laisser pressentir au résumé, c'est pas juste l'histoire d'été feel good, les gens ils sont en vacances. Comme d'hab, Clara Hero, elle réussit à nous émouvoir avec sa plume poétique et à délivrer de super beaux messages. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc il y en a à la fois sur la famille, sur sa place dans le monde, sur l'orientation sexuelle, sur l'amour, sur l'amitié, en fait sur tout. C'était très très beau. Les deux sœurs sont très différentes, mais ça permet qu'on puisse vraiment s'attacher aux deux en fait, et non, vraiment trop trop bien. J'ai adoré et je me remercie de l'avoir lu en août parce que j'étais vraiment plongée dedans. Parce que c'est vraiment ce moment très particulier des vacances où t'as l'impression d'être en dehors de tout, mais où à la fois tout peut ressurgir, donc incroyable. Et la couverture est vraiment trop belle. Et enfin, dernier roman, mais pas des moindres, un autre coup de cœur que j'ai lu et que j'ai en ma possession, c'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, publié aux éditions Bookmark, donc collection Lost Kingdom. OMG! Si vous êtes un petit peu bookish et que vous suivez Nina Quill, vous avez dû certainement en entendre parler, c'est The Serpent and the Wings of Night. Et ça faisait un petit temps que je l'avais acheté, donc dans la superbe édition collector, reliée, jaspée et tout ce que tu veux, avec des illus en plus, hop. Donc déjà, ça n'enlève rien malgré le prix. Ça, c'est la couverture du brochet. C'était incroyable, gros coup de cœur alors que je ne m'y attendais pas. Petit résumé pour ceux qui auraient loupé l'info. En gros, c'est un Hunger Games avec des vampires. Voilà, rien que ça devrait vous donner envie d'acheter, mais je vais un peu plus détailler. On va suivre l'histoire de Oraya, qui est une jeune fille qui a participé au Keijari. Donc le Keijari, qu'est-ce que c'est? C'est justement un genre de Hunger Games où il y a plusieurs épreuves et il n'y a qu'un seul vainqueur à la fin. Et ce vainqueur peut se voir exaucer un des vœux par la déesse Nyaxia. Donc Oraya va tout faire pour gagner, sauf qu'elle se retrouve face à plein de vampires qui sont des guerriers, etc. Donc un peu compliqué quand tu es humaine de survivre dans ce monde. Parce que oui, globalement, on a pas mal de lignées de vampires qui sont assez puissants et qui traitent un peu les humains comme des moins que rien. Et Oraya a su faire sa place dans ce monde parce qu'elle est la fille adoptive du roi des descendants de la nuit, donc qui est un vampire. Du coup, on va suivre le Keijari, les épreuves avec Oraya, incroyable. Oraya va devoir s'allier avec un certain Race, qui est lui aussi très incroyable, qui est un vampire. Donc c'est une belle brochette, je pense qu'il fait 700 pages à peu près, et c'était incroyable, c'était comme dans un film. L'univers de fantasy est vraiment trop cool, et j'avais peur de pas comprendre au début, parce que, comme je me tue à vous le répéter, je ne lis pas énormément de romans fantasy, je suis assez nouvelle dans le genre, et j'avais peur que ce soit vraiment très très dense, mais au final pas du tout. Je n'ai pas du tout été perdue, j'ai très bien compris. Il y a un petit glossaire à la fin aussi si jamais. Et en fait, l'écriture de Carissa Broadbent est tellement fluide et tellement immersive que vraiment, j'avais l'impression d'être dans un film, je me faisais un film dans ma tête. Enfin, les scènes, elles s'enchaînaient super bien, les personnages sont vraiment aussi super cool. Oraya, j'ai adoré, c'est une femme badass qui ne se laisse pas faire, mais qui, voilà, peut aussi avoir des petits faibles, et ce petit faible, c'est Rain. Rain qui est aussi un homme très capable. OMG, mais quel homme. Et franchement, les épreuves étaient super bien, super haletantes, et c'était vraiment... Waouh, l'enchaînement était fou. La fin m'a fait pleurer et c'est une fin que j'adore en tant que lectrice, mais qui en tant que personne me fait chialer en fait. Et je me dis, j'ai trop hâte de lire le tome 2 qui normalement je crois est sorti à l'heure où vous voyez cette vidéo. Il est sorti le 11 septembre 2024 et j'ai tellement hâte. Je ne sais pas combien il y aura de tomes au total, je crois qu'elle dit 5 à la fin. Et je ne sais pas si ce sera des tomes compagnons ou pas. Le 2 sera la suite directe de celui-ci je pense. Mais non, c'était vraiment trop cool et vraiment une lecture que je recommande à tout le monde si vous voulez une bonne romantaisie avec des vampires et avec une vibe Hunger Games. Vraiment c'était génial. Ok, donc voilà pour tous les livres que j'ai en ma possession. On va passer au livre de la bibliothèque que j'ai déjà rendu. Donc tout d'abord j'ai lu Une danse avec le prince Faé de Eliskova publié chez Big Bang je crois, auquel j'ai mis 18 sur 20. Donc c'est la suite des tomes compagnons de Un pacte avec le roi elfe. Donc c'est le tome 2 mais c'est indépendamment. Et on est dans le même univers en fait que dans Un pacte avec le roi elfe.
sauf que ici du coup on va suivre plutôt les Faé, parce que notre jeune fille dont j'ai oublié le prénom va se retrouver mariée de force à un certain monsieur qui habite dans un manoir au fin fond de la forêt. Du coup c'est un petit peu bizarre, etc. Mais elle n'a pas le choix, elle doit y aller, parce que sa belle-mère est vraiment une pétasse, ses demi-sœurs aussi, c'est un petit peu en mode retelling de Cendrillon, et du coup, Zou, elle y va, et elle rencontre un certain monsieur, mais en fait ce monsieur ne se montre pas. Qui est-il? J'ai envie de découvrir que le monde des humains cohabite avec celui des créatures fantastiques telles que les failles. Donc par rapport au premier tome, j'ai trouvé la romance bien meilleure, c'est-à-dire que j'y ai beaucoup plus cru, alors que dans le premier tome, je trouvais pas, même si là ça reste un petit peu rapide et elle tombe amoureuse assez rapidement, mais franchement c'était cool. Les persos aussi, je les ai trouvés mieux, plus attachants, plus développés, j'ai plus cru en fait aux relations qui liaient tout le monde. Donc overall, j'ai beaucoup aimé, on en apprend un peu plus sur l'univers de fantasy dans lequel on est, même si ça reste assez light, mais ça manque du wow qui m'a fait avoir un coup de cœur. Ça se lisait bien, mais c'était pas non plus THE truc de l'année. Cependant, je pense que cette série peut être parfaite pour débuter la romantasy. Et du coup, j'attends encore le tome 3 sur ma bibliothèque pour pouvoir le lire. C'est, je crois, un duel avec le Seigneur Vampire, donc je pense que ça va être cool. Surtout depuis Le Serpent et le Descendant de la Nuit, où là, je me dis, ok, j'adore les vampires en fait. Ok, ensuite, j'ai lu deux livres que je vais vous mettre en même temps, c'est Le Destin du Roi Loup et Le Cœur du Prince Corbeau, qui sont les tomes 1 et 2 du Royaume des Fae, qui est une série de tomes compagnons. Donc c'est publié chez les éditions Corrigan, je crois, et c'est écrit par Tessonja Odette, il me semble, voilà, je fais tout de tête. Et en fait c'est un petit peu bizarre parce que en VO, le premier tome c'est Le Destin du Roi Loup et le tome 2 c'est Le Cœur du Prince Corbeau, mais en français ils ont inversé et je comprends pas pourquoi. Parce que pour moi, vraiment, lisez Le Destin du Roi Loup avant Le Cœur du Prince Corbeau. Je vous jure que vous apprécierez d'autant plus votre lecture. Même si ça peut se lire dans l'autre ordre, je pense que c'est moins bien. Donc j'ai mis 19 à tous les deux. Le Destin du Roi Loup, on suit une petite réécriture de La Belle et la Bête, où notre jeune femme va être kidnappée par le Roi Loup qui subit une malédiction. Donc on est dans un univers de fae, où il y a des fae silly et des fae unsilly, donc qui se transforment, etc., qui cohabitent avec les humains, et du coup ce roi-là a subi une malédiction, et globalement quelqu'un doit l'aimer quoi. Et du coup voilà, va se développer une petite romance comme vous pouvez le penser. Et dans Le Destin du Roi Loup, on voit apparaître Humber, qui est la protagoniste du Cœur du Prince Corbeau. Et même si dans Le Cœur du Prince Corbeau, on voit apparaître notre protagoniste du tome précédent, et ben dans le sens où c'est Humber en deuxième, c'est bien plus mieux en fait. Parce que dans Le Cœur du Prince Corbeau, on va plutôt avoir un retelling de Cendrillon avec Humber, qui est une jeune fille qui est un peu persécutée par sa belle-mère et ses deux filles, qui elles sont en quête de mariage, voilà, du grand truc, mais Humber, elle veut s'émanciper. Il y a aussi le Prince Corbeau, donc Franco, qui va bientôt passer roi parce que sa sœur va lui léguer sa place, mais qui a vraiment une mauvaise réputation auprès des humains et des fae. Il a une réputation de coureur de jupons, et il aimerait un petit peu redorer son image, et ça va être avec Humber. Mais enfin, pas vraiment Humber, parce qu'elle va passer un pacte avec quelqu'un qui va la lier dans beaucoup de problèmes en fait. Je ne vous en dis pas plus, je vous conseille juste de lire ces deux tomes, ils sont vraiment très bien. La plume est super bien, super fluide, les personnages sont attachants, et je crois à la romance. Et c'est ça le plus important, c'est que vraiment, j'ai senti l'alchimie entre les personnages, que ce soit ceux du tome 1 ou du tome 2, particulièrement ceux du Cœur du Prince Corbeau, j'ai beaucoup aimé. Et l'univers est aussi très très cool. Il va y avoir un troisième tome compagnon, il me semble. Donc écoutez, je verrai bien ce que ça donne, mais je peux vraiment vous le recommander. En plus des petits retellings de Disney, ça fait toujours plaisir. Ok, last but not least, on a 200 d'écume et de glace, les tomes 2 et 3, auxquels j'ai mis respectivement 19 et 20 sur 20. Donc j'ai lu le tome 1 dans le dernier update lecture, et je pense que je vous avais déjà dit que j'avais beaucoup aimé. Donc juste parenthèse, c'est écrit par Alexiane Delis et c'est publié, je ne sais plus chez quelle maison d'édition, je crois que c'est Michel Lafon peut-être, ou Albert Michel, je ne sais plus, bref. Dans cette histoire, on va suivre Perséphone, qui se fait harceler à l'école parce qu'elle a un physique un peu disgracieux, mais un beau jour, elle va être envoyée passer des vacances à la mer chez sa tante, et elle se sent appelée par l'eau en fait, et une fois dans la mer, va s'opérer une transformation, et Perséphone va être plongée dans un univers de sirènes qui est bien plus vaste que ce qu'elle croyait. Et on a énormément d'aventures qui nous guident pendant 3 tomes et qui sont incroyables. Des personnages, en veux-tu, en voilà, aux personnalités différentes, qui sont parfois morally grey, qui sont très attachants. Des décors absolument incroyables. L'écriture de Alexiane Delis fait vraiment que je m'imaginais les décors, et c'était trop beau, genre vraiment le monde de sirènes est incroyable. En parlant de ce monde de sirènes, un monde très très développé avec plusieurs types de sirènes, des conflits, des trucs à régler, etc. Enfin bref, l'intrigue était vraiment super belle. Et je vais pas vous spoiler les tomes 2 et 3 forcément, parce qu'il faut lire le tome 1 avant. Mais tout ce que je peux vous dire sur ces tomes, c'est que ça s'accélère, on a des réponses à nos questions et d'autres questions en plus. Le tome 3 est super beau, c'est une fin en apothéose. Je sais que tout le monde n'a pas aimé cette fin, mais moi personnellement je l'ai vraiment adorée. Personne ne m'a été insupportable en personnage en la lecture, alors que pourtant Perséphone parfois faire les mauvais choix, mais c'était juste
réaliste en fait. En plus, Alexandre Delis est une autrice française qui écrit une histoire qui se déroule en Bretagne. Donc coucou mes petits bretons, vous allez aimer. Donc non voilà, que dire mis à part lisez-le, ça fait voyager. S'il fait encore chaud au moment où cette vidéo est postée, c'est parfait parce que vous allez vous rappeler la mer, etc. Donc bref, je vous le conseille. Et voilà ce qui conclut cette vidéo update lecture, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu. J'ai plus de place sur mon téléphone, donc peut-être qu'on s'est coupé, qu'on a changé de place, bref, mettez un pouce bleu. Parlez-moi en commentaire de votre dernière lecture, si ça a été un coup de cœur, une déception, moyen. Et nous, on se retrouve mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!